Je vous avais entendu mon introduction, je crois. Vous vous attaquez au mythe du Dalai Lama, mythe en tout cas chez nous, Occident, surtout la France. On entend donc ce Dalai Lama, prix Nobel de la paix, qui est celui qui incarne le martyr d'un Tibet soumis au joug chinois. On parle de sagesse, voilà. Et finalement, vous cassez tous ces mythes et vous nous dites attention, c'est pas vraiment celui qu'on pense, hein. D'abord, il a été quand même formé par un officier nazi. Il est fortement financé par la CIA et ça c'est absolument fondamental. Et puis il a laissé faire par exemple des abus sexuels dans la communauté bouddhiste alors qu'il était largement au courant. Enfin beaucoup d'informations dans votre livre. Alors revenons peut-être sur le début, donc sa formation par l'officier nazi et ensuite sur les subventions américaines. Oui, alors en fait, l'histoire du Dalai Lama a très mal commencé parce que vous l'avez dit, il a été élevé et éduqué par un officier nazi qui était un très proche d'Himmler et qui avait été envoyé en fait par Hitler pour essayer de repérer ce qu'était une race pure, une race supérieure. Vous savez que les nazis étaient très intéressés par ça. Et donc ils ont envoyé une équipe au Tibet et alors, il y avait Heinrich Harrer qui a formé le Dalai Lama, et puis il y avait une équipe qui était là pour essayer de mesurer les caractéristiques d'une race pure. Alors il mesurait les pommettes, le crâne, tout ce qu'on veut, des choses comme ça auxquelles il croyait à l'époque, donc à la recherche de la race pure. Et moi ça m'a beaucoup intéressé parce que par mes origines, je suis quelqu'un d'une race impure. Je suis d'origine espagnole par mes deux parents. Mon fils aîné vit avec une japonaise. Mon second fils vit avec une cambodgienne d'origine chinoise. Ma compagne a un fils qui vit avec l'Argentine et sa fille a adopté un petit Marocain. Alors vous voyez que moi, je suis plutôt pour le grand remplacement, c'est tout à fait le contraire de ce qui se faisait au Tibet. Alors il y a eu ça, il y a eu cette formation tout à fait donc nazie du Dalai Lama et dont il ne s'est jamais départi. Parce qu'on aurait pu espérer que, bon, quand il est enfant, il peut croire à ce qu'on lui dit, mais ensuite il est devenu adulte et il a parcouru le monde. Mais il ne s'est jamais départi de ses tendances nazies, il a gardé ses amitiés. Et par exemple, un exemple frappant, c'est que quand Pinochet a été arrêté quelque temps à Londres, alors qu'il était en voyage, le Dalai Lama est intervenu aussitôt pour le faire libérer. Alors que Nelson Mandela croupissait en prison depuis 25 ans sans que le Dalai Lama bouge le petit doigt. On voit comment étaient ses préférences, et ça a toujours été ça d'ailleurs. Alors, intéressant également, vous nous dites que finalement le Dalai Lama, qui a fui, qui a régné pendant 9 ans, de 1950 à 1959, et qui a fui en 1959 en Inde, finalement n'a pas profité de ces 9 ans de règne pour abolir le servage et l'esclavage, donc qui est resté au Tibet, et qui concernait quand même 95% de la population. On parle d'esclavage là, donc c'est intéressant pour nous occidentaux, encore une fois, alors qu'on parle toujours du bouddhisme comme étant, entre guillemets, religion de la paix. Ici, vous nous dites que c'est pas du tout ce qu'on pense, puisqu'on voit bien le Dalai Lama, c'est on va dire satisfait en tout cas de cette situation et ne l'a absolument pas modifié. Et d'ailleurs, vous allez nous dire comment cet esclavage a été aboli par la suite. Bien, il se trouve qu'effectivement, il y avait une sorte d'esclavage ou de servage, si on veut être gentil, et qui avait été d'ailleurs souligné par les amis même du Dalai Lama. Et je pense à cette grande exploratrice française, Alexandra David Néel, qui a écrit ça dans ses mémoires. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que nulle part au monde, on avait encore un pays où se pratiquait l'esclavage. Oui. Et il s'est trouvé que quand l'armée chinoise est arrivée au Tibet, et ce que les Chinois appellent la libération du Tibet, et que quand le Dalai Lama a fui en Inde, à Dharamsala, et dès que les Chinois sont arrivés, ils ont aboli l'esclavage, mais pas uniquement l'esclavage. Ils ont aussi aboli un système horrible qui était celui des dettes héréditaires. C'est-à-dire qu'on pouvait naître au Tibet, les enfants pauvres pouvaient naître avec des dettes héréditaires, des dettes qu'avaient contractées leurs parents. C'était quelque chose d'horrible. Il y avait aussi le fait, alors ça a été aussitôt aboli, il y a aussi le fait des impôts qui étaient multiples, et chaque seigneur pouvait inventer des impôts et les paysans croulaient sous les impôts. Il y a eu aussi
quelque chose de capital et qui a beaucoup déplu au Dalai Lama, qui continue à lui déplaire d'ailleurs, ça a été l'éducation. C'est-à-dire qu'à l'époque du Dalai Lama, 95% des Tibétains étaient analphabètes. Seuls allaient à l'école, et encore pour des cours qui concernaient essentiellement la religion, les aristocrates et les moines. La population était entièrement analphabète. Aujourd'hui, la population va à l'école. Et une des conséquences de cet adoucissement du sort des Tibétains, c'est que l'espérance de vie, qui était de 37 ans et demi à l'époque du Dalai Lama, a pratiquement doublé. Alors voilà, vous savez, quand on parle de liberté et de bonheur des peuples, il faut prendre ça aussi en considération. Évidemment, c'est important de voir ce qui se passe quand même au Tibet, où il a régné pendant 9 ans. Et donc, au moment où il fuit, 11 jours plus tard, le servage et l'esclavage ont été abolis. Et lui reviendra là-dessus en disant « oui, je comptais abolir le servage. Bon, j'ai pas eu le temps. » Bon, 9 ans, voilà, il n'a pas eu le temps de le faire. Alors, allons désormais dans la partie, évidemment, la plus intéressante en termes de géopolitique. C'est la CIA qui, finalement, sponsorise, subventionne, mais très lourdement le Dalai Lama. D'abord, vous allez nous expliquer quelle somme, comment et pourquoi, surtout. Pourquoi ? Alors en fait, la CIA, elle ne le fait pas directement. Hein. Elle le fait par l'intermédiaire d'un écran qui s'appelle la National Endowment for Democracy, la Fondation nationale pour la démocratie, et ce qui fait qu'on ne voit pas que l'argent vient directement de la CIA, mais la CIA avait, je crois, plus de 15 programmes d'action en direction du Tibet, sous des prétextes divers. Hein. Ils pouvaient aider à apprendre la couture ou n'importe quoi. Et donc, mais c'était des moyens de s'introduire au Tibet et de garder une présence et éventuellement de faire, le moment venu, ce qu'on a appelé par la suite des révolutions de couleur. Donc, ils sont là, mais comme ils sont en général, d'ailleurs, dans tous les pays où ils veulent semer des troubles. Ils étaient présents en Ukraine, ils sont présents actuellement en Chine, au Xinjiang. Partout, ils peuvent essayer de renverser les gouvernements, ils le font. Ils étaient présents aussi dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Donc, ils reçoivent de l'argent, c'est par centaines de milliers de dollars. Et ces choses-là ont été secrètes jusqu'au jour où elles sont révélées. Et maintenant, le Dalai Lama ne nie plus qu'il reçoit de l'argent directement de la CIA. Oui, il ne le nie pas. Puis il y a eu l'ouverture des archives américaines où tous ces documents désormais sont rendus publics. Mais c'est quand même très important, même quand c'est public, que le public justement puisse prendre connaissance. Et c'est aussi l'objectif de ces émissions. Alors, dans votre livre, vous donnez quelques chiffres. Hein. Je ne sais pas si vous voulez nous les citer ou si je les cite ici. On voit, vous voyez, pas moins de 16 programmes que subventionnait la NED et donc indirectement la CIA pour le Tibet. Alors je ne vais pas vous donner les noms parce qu'ils sont un peu impossibles, mais on a 15 000 $ pour le premier programme. Pour le Consultation Samdup, on a 50 000 $. Le Gushu Sum Movement of Tibet, on a 43 000 $. L'autre, on a 50 000 $, 45 000 $, 25 000 $, 22 000 $. Enfin, ça fait des sommes. Quand on les cumule tous, sachant qu'il y en a 16, ça fait des sommes évidemment très importantes. Oui, surtout quand on considère ce qu'est le niveau de vie au Tibet. Donc, et moi, je dois vous dire aussi que quand j'ai écrit ce livre-là, j'avais fait une première version en 2011, au retour d'un voyage au Tibet, avec un grand reporter du Monde et un grand reporter du Figaro. Quand j'ai écrit ce livre-là, il faut savoir que le Dalai Lama était quelqu'un d'intouchable. C'est peut-être encore un peu le cas aujourd'hui, mais moins parce que peut-être on en parlera, mais il y a eu ces scandales sexuels qui sont maintenant connus. Mais quand j'ai écrit ce premier livre-là, c'était un peu de la folie parce que le Dalai Lama, on pouvait le considérer, c'était quelqu'un du niveau de Gandhi, de Martin Luther King, de Mandela, de l'abbé Pierre ou de Jean Moulin. Donc il était vraiment intouchable. Pas touche au Dalai Lama. Et aujourd'hui, il l'est moins. Parce que petit à petit, tout se révèle, hein, mais aussi parce que il est vieux, il a 88 ans, et je crois que les Américains ont compris que le Tibet, pour eux, c'est foutu. Ils n'arriveront pas à séparer le Tibet de la Chine. Je crois que c'est une affaire, c'est un combat qui est perdu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, actuellement, ils sont plutôt sur le Xinjiang pour essayer de voir comment on pourrait affaiblir la Chine de l'intérieur. De l'autre côté, oui, par d'autres procédés. Vous révélez également que depuis sa chute de la Chine, le Dalai Lama a bénéficié de subventions
personnels qui ont été versés par la CIA, en plus des subventions que j'ai pu citer tout à l'heure. Et là, vous donnez d'autres chiffres. 180 000 $ lui ont été personnellement versés chaque année, de 1959 à 1972. Voilà, en fait, il est salarié. Hein. Il est salarié des Américains. Donc, c'est la raison pour laquelle il est toujours d'accord avec eux. Vous savez, quand les Américains sont intervenus en Afghanistan, la réaction du Dalai Lama a été, je cite de mémoire, mais je crois que c'est presque mot pour mot, et il a dit, c'est très bien, c'est bienvenu, maintenant il faudrait peut-être s'intéresser aussi au Tibet. C'était pratiquement un appel à une intervention des Américains dans son pays. Il l'avait déjà fait quand il était encore en activité, quand il régnait encore sur le Tibet. Il avait à un moment donné eu l'idée de faire appel à 4 armées étrangères pour le maintenir sur son trône. C'était le Népal, c'était l'Inde, c'était la Grande-Bretagne et c'était les États-Unis. Il avait envoyé des émissaires dans ces pays-là. Et puis, aucun de ces pays n'a voulu se lancer dans cette aventure-là. Mais il faut savoir que le prix Nobel de la paix a été attribué à cet homme-là qui voulait que son pays soit envahi par 4 armées étrangères. Oui. Et puis, ce qui est intéressant également dans ce que vous dites, c'est que ce sont des informations, en effet, donc, géopolitiques, stratégiques, qui montrent le lien entre les États-Unis, un lien clair, désormais, financier, mais aussi d'influence, ce qu'on appelle de soft power, d'influence intellectuelle, on va dire, de la manière de penser américaine sur l'élite tibétaine. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, vous citez Emmanuel Macron en 2016, qui a rencontré le Dalai Lama, et il a tweeté: extasié, j'ai vu le visage de la bienveillance. Alors, c'est intéressant parce que beaucoup parlent de bienveillance quand on parle du Dalai Lama, et vous donnez beaucoup d'exemples pour montrer. Alors, vous parlez par exemple de son traitement des femmes, qui est affreux, des viols qu'il a cachés. Évidemment, on a parlé de l'esclavage. Beaucoup d'éléments qui montrent que ce n'est pas l'homme de la bienveillance, mais que des personnes qui ne soient pas au courant se bercent de ces illusions. C'est tout à fait possible, mais en point de vue géopolitique, qu'est-ce que ça dit aussi, par exemple, de la France, qui n'est pas forcément capable de comprendre que les Américains ont des intérêts sur place, et que donc le Dalai Lama n'est peut-être ici que leur outil, finalement. Vous savez, le général de Gaulle est mort. Hein. Le général de Gaulle, ça n'a jamais été mon idole de son vivant. Mais en tout cas, il avait une vision géopolitique qui était tout à fait différente de celle qu'ont ses successeurs. Et donc, la France, il faut le dire, on peut dire aussi l'Europe. L'Europe est soumise aux États-Unis d'Amérique. Voilà, il n'y a pas, si vous voulez, 3 blocs. Il n'y a pas les États-Unis, la Chine avec la Russie, et puis l'Europe. L'Europe, comme elle fait partie, en fait, c'est un appendice de la politique états-unienne. Donc, de ce point de vue-là, la France, même si les Français savent, hein, vous savez, en 2008, il y a eu l'inauguration d'un temple à Lodève dans l'Hérault, pas très loin de chez moi. Et là, on avait la femme du président en exercice Sarkozy, c'était Carla Bruni, était là. Il y avait aussi Bernard Kouchner, ce ministre socialo-sarkozyste, qui était là. Il y avait Ramayad, qui était ministre aussi, notamment des droits de l'homme, c'est extraordinaire. Il était là. Donc, ils étaient là pour faire dévotion, exprimer leur dévotion au Dalai Lama et à un de ses proches, qui était Sigyal Rinpoche, qui était un violeur notoire. Donc, ils étaient là parce que, en fait, ça faisait bien. Et ça montrait un petit peu que le gouvernement français était partisan de tout ce qui pouvait être doux et pacifique à travers le monde. Alors, parlez-nous justement, en parlant de pacifisme, des agressions sexuelles qui ont eu lieu et désormais qui sont reconnues officiellement, et d'ailleurs par lui également, par le Dalai Lama, qui ont eu lieu dans ces communautés bouddhistes. Pardon. Oui. En fait, j'ai écrit ce livre-là, qui est donc une réédition enrichie et augmentée de ce que j'avais écrit en 2011, parce que entre-temps, il y a eu effectivement ces révélations des agressions sexuelles, des viols et des actes de pédophilie dans les temples, dans les monastères. Et j'ai écrit 2 chapitres là-dessus, 2 chapitres très très documentés, que ce sont des choses irréfutables dans la mesure où il y a des films, il y a des documentaires. On voit le Dalai Lama qui en parle, qui est au courant. On voit aussi son principal collaborateur, son interprète, Mathieu Ricard, qui est un Français, qui est le fils du philosophe
Jean-François Revel, lui aussi était au courant des actes de pédophilie. Je raconte tout ça en détail dans mon livre, et c'est terrible parce que le Dalai Lama on l'entend dire qu'il était au courant. Il était au courant depuis 1997. Et Mathieu Ricard était au courant aussi. Il le dit dans son blog. Donc tout ça est documenté. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en France, la loi fait obligation à quiconque est informé d'agression sexuelle ou de crime d'en faire la dénonciation. Là, les agressions sexuelles sont des délits. On est obligé de les dénoncer. Les viols sont des crimes. On est obligé de les dénoncer. Et à plus forte raison si ces crimes sont commis par des gens qui sont susceptibles de les renouveler. Donc, moi, si je voulais aller au bout de ma pensée, je pense que le Dalai Lama et toute son équipe, là, qui était au courant de ce qui se passait dans les monastères et dans les temples. Mais racontez-nous un peu ce qui se passait, parce que tout le monde n'est pas au courant de cette affaire. Qu'est-ce qui se passait dans les monastères et les temples? En fait, c'est les maîtres, les lamas, etc., qui finalement procédaient à des viols des personnes qui étaient censées de leurs disciples. Juste, je réponds, mais juste, je veux dire que le gouvernement chinois, après la fuite du Dalai Lama, a aussitôt interdit que des enfants soient embauchés dans des monastères, dans les temples. Parce qu'on sait qu'il y avait des enfants de paysans, des monillons, qui étaient là pour, en fait, c'était les objets sexuels des prêtres. Hein, voilà. Donc ça a été interdit dès l'arrivée en Chine, dès l'arrivée de l'armée chinoise. Alors, ce qui s'est passé ailleurs, et y compris en France, hein, c'est que en fait ça fonctionnait un petit peu comme une secte. Hein. Il y avait une dévotion terrible envers les lamas, hein, qui agissaient un petit peu comme des gourous. Ils recrutaient des femmes, et elles étaient jolies, c'était mieux. Ils recrutaient des femmes et pour faire un petit peu pour être la cour de ces responsables bouddhistes. Et je pense notamment à Sogyal Rinpoche, qui était un violeur récidiviste et qui avait autour de lui toujours une cour de jeunes filles, si possible assez belles, et qui le suivaient partout, qui l'habillaient à s'habiller, à se coucher, et qui dormait au pied de son lit. Et ces gens-là racontaient à leurs adeptes que si elles se comportaient bien, elles auraient une vie meilleure après dans leur réincarnation, et que si au contraire elles se comportaient mal, si elles désobéissaient, eh bien, elles auraient une vie très mauvaise, non seulement elles, mais toute leur famille. C'est horrible parce que ça me fait penser à la loi qui était appliquée par Pablo Escobar au Mexique dans le cartel de Medellín. Si un de ses collaborateurs le trahissait, non seulement il était exécuté, mais toute sa famille. Sa femme, ses enfants, ses parents, ses cousins, cousines, on exécutait tout le monde. Et là, c'est pareil. Si une fille refuse de coucher avec le maître, eh bien, non seulement elle aura un mauvais karma, elle va renaître dans une condition très pauvre et très douloureuse, mais toute sa famille aussi. Vous voyez un petit peu, là, on est pratiquement à la limite des sectes, d'autant plus que souvent, ces femmes-là, non seulement étaient subjuguées, mais en plus, elles étaient quelquefois privées de sommeil et sous-alimentées. Oui. Et alors, ce que vous expliquez, c'est que ça faisait même partie, d'ailleurs, presque d'un rituel qui fait partie de la religion bouddhiste. C'est ce que vous dites, hein, c'est que le bouddhisme tibétain est lui-même imprégné de tantrisme, et que dans ce tantrisme, les pratiques sexuelles entre les maîtres et les fidèles sont finalement le chemin de prédilection vers ce qu'ils appellent l'éveil. Donc en fait, le viol, parce qu'on peut appeler ça comme ça, franchement, le viol fait partie presque du chemin religieux vers ce qu'on appelle l'éveil. Oui, et c'est très différent de ce qui se passe dans l'Église catholique. Parce qu'on me dit, mais c'est pas tout à fait nouveau, c'est partout pareil. Les catholiques, c'est pareil. Pas du tout. Les catholiques, ce sont des infractions à la loi catholique. Alors que là, avec cette partie dite de bouddhisme tantrique, c'est écrit. C'est écrit, en fait, les relations sexuelles entre le maître et les disciples sont un moyen d'arriver effectivement vers l'éveil et d'être à peu près sûr d'avoir une renaissance tout à fait heureuse, paradisiaque. Oui. Donc, là, ça fait partie, en fait, de la religion. Et c'est pour ça que c'est aussi très, très dangereux. Bon, moi, je ne suis pas partisan de l'interdiction du bouddhisme, mais je crois qu'il y a des choses qu'il faudrait remettre à jour. Et je crois encore une fois
il faudrait poursuivre ceux qui favorisent, qui tolèrent les agressions sexuelles, les actes de pédophilie et les viols. Ouais. Et un dernier point intéressant. Ouais. Je ne sais pas ce que pensent d'ailleurs les groupes féministes, hein, parce que je vois les féministes très virulentes sur beaucoup de choses, quelquefois sur des choses qui ne sont pas très généralisées, mais sur ce point-là, elles sont tout à fait muettes, et même elles ne sont pas muettes, elles soutiennent le bouddhisme, elles soutiennent le Dalai Lama. Il ne faut pas, mesdames, si vous êtes féministes, il ne faut pas soutenir la secte du Dalai Lama, qui, entre nous soit dit, n'est pas le pape du bouddhisme dans le monde. Hein. Il représente une branche sur 4. Oui, c'est ce que vous disiez, une branche sur 4, c'est intéressant également, ce que j'ignorais. Et sur la... Maxime Vivas, pour terminer, sur le côté pacifique du Dalai Lama, hein, qui est quand même peut-être même le premier critère qu'on lui prête. Vous dites qu'il n'est absolument pas pacifique. Non, mais d'abord parce qu'il a essayé de faire de lancer le Tibet contre son pays, contre la Chine, hein, par une insurrection armée. Ensuite, je vous disais, il a fait appel à 4 pays étrangers pour que leur armée vienne envahir son pays. Ensuite, il a approuvé chaleureusement l'intervention états-unienne en Afghanistan. Alors, il a eu le prix Nobel de la paix. C'est tout. Mais en fait, c'est tout à fait une réalité. Vous savez, Obama a eu aussi le prix Nobel de la paix. C'est ce que j'allais vous dire, franchement. Il a plus bombardé à travers le monde. Oui, c'est peut-être le président américain qui a déclenché le plus de guerres. Donc, pour un prix Nobel de la paix, c'est intéressant comme concept, en effet. Oui, et vous disiez même, il avait créé aussi une dissension au sein des bouddhistes. Alors, j'ai oublié le nom Dans les Shugden. Oui, voilà. Ce sont les Shugden. Oui, c'est une branche du bouddhisme qu'il avait adoré à une époque, qu'il a cessé d'adorer. Et à Dharamsala, où se trouve son gouvernement en exil, les Shugden sont persécutés. On voit des choses extraordinaires. Il y a des films là-dessus, hein. C'est documenté. Où on voit des affiches à l'entrée de magasins où on peut lire interdit aux Shugden. Les Shugden ne peuvent pas aller à l'école. Les Shugden ne peuvent pas se faire soigner dans les hôpitaux. Il y a vraiment une persécution, une branche du bouddhisme, mais d'un seul coup, il a renié. Et il dit à ses adeptes, dites que c'est moi qui voulait demander. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, cette branche-là du bouddhisme est, comme vous l'avez dit, interdite d'école, interdite de services publics, interdite de beaucoup de choses et très souvent malmenée, mal regardée, etc. Donc, on n'est pas du tout dans la vision accueillante, bienveillante, comme dit Emmanuel Macron, ou encore pacifique. Voilà, Maxime Vivas, rapidement, hein, on a fait un tour, brossé rapidement le tour de votre livre sur ce Dalai Lama, qui est très les éloigné de l'image qu'on peut s'en faire. Après, à chacun de juger. Donc, procurez-vous le livre, procurez-vous-en d'autres. Hein, c'est tout ce qu'on vous recommande, tout simplement, pour vous faire votre propre opinion. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Ça nous ouvre les yeux sur des versions qu'on n'a absolument pas l'habitude d'entendre. Nous, en tout cas, nous Européens, nous Français, nous Occidentaux. Et depuis le début, ici à Toxin, on essaye d'ouvrir un peu les yeux sur ces visions différentes qu'il peut y avoir dans d'autres pays qui nous permettent de relativiser certaines choses. Merci beaucoup, Maxime Vivas. Je rappelle le titre de votre livre, La face cachée du Dalai Lama, chez Max Milo.